Voilà, parfait. Parfait. Et donc aujourd'hui, on va parler de dystocie chez les carnivores domestiques. Bon, ça va parler un tout petit peu plus de dystocie canine. On va quand même évoquer, les dystocies félines, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est surtout les chiens qu'on a tendance à avoir en consultation. Les dystocies chez les chats, ça arrive, mais c'est généralement un petit peu moins fréquent. Hop, mince. Donc on va juste, commencer avec quelques rappels. La durée de gestation chez la chienne. Alors ça, c'est hyper large et ça dépend un petit peu, de comment les éleveurs ou de comment les propriétaires, ont entre guillemets «initié» cette, gestation. Beaucoup d'éleveurs vont se baser sur, la détection du jour de l'ovulation, la détection du pic de LH avant de ou mettre en contact le mâle et la femelle ou de faire des inséminations, intra-utérines au besoin. Dans ces cas-là, notre durée de gestation, elle est, assez, comment dire? On a un intervalle très court, donc c'est 63 plus ou moins jours basés sur l'ovulation ou 65 plus ou moins un jour basé sur le pic de LH. Donc quand on a des éleveurs comme ça qui, font des suivis très fréquents, c'est assez facile de savoir si on est réellement à terme ou non. Par contre, quand on laisse un mâle et une femelle en contact, et qu'on voit un peu comment ça se passe, qu'on laisse un peu la nature faire les choses, on a des durées de gestation qui sont beaucoup plus, larges, de 56 à 72 jours. Donc une chienne à 61 jours peut tout à fait être prête, comme elle peut être, encore à 10 jours du terme, ce qui peut nous rendre un petit peu la tâche plus compliquée pour prendre des décisions, parce qu'on le verra plus tard, les chiennes, acceptent très peu les mises bas prématurées. Donc c'est sûr que généralement, on préfère toujours quand il y a eu des suivis, hormonaux, mais malheureusement, c'est pas la majorité des cas. Souvent, c'est des mises en contact et à ce moment-là, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile pour nous, de se repérer un petit peu dans cet, grand intervalle de temps. Bon, les diagnostics de gestation, pas toujours faits malheureusement non plus. Certains éleveurs les font, d'autres laissent encore une fois un peu la nature faire les choses et voir comment ça se passe. C'est généralement beaucoup plus réalisé chez les chiennes que chez les chattes, puisque souvent chez les chattes, ça reste des gestations, qui n'étaient ou pas voulues ou pas connues. Donc un petit rappel, le diagnostic de gestation le plus précoce se fait à l'échographie, donc à partir du 19e jour de gestation chez la chienne et du 15e chez la chatte. Et pour le coup, l'échographie permet vraiment d'évaluer la viabilité des fœtus. Par contre, attention, le comptage à l'échographie, n'est vraiment pas fiable. Beaucoup d'erreurs, parce que c'est très facile de passer 2 fois sur le même fœtus ou d'en louper un. Donc pour le comptage, c'est la radiographie avec des squelettes qui vont être visibles à partir du jour 45 de gestation, donc beaucoup plus tardif, dans notre gestation. Mais ça nous permet pour le coup de faire un comptage, d'également regarder leur position, leur positionnement, la viabilité également. En cas de mort fœtale, on peut avoir de la lyse osseuse qui va être, visible au niveau des os des petits fœtus, et également éventuellement de mettre en évidence ou non une éventuelle disproportion materno-fœtale. Bon, comment ça, c'était un petit peu les durées de gestation et les diagnostics de gestation. On va vraiment maintenant, beaucoup plus, approfondir sur la mise bas en tant que telle. Chez les chiennes et chez les chattes également, généralement, on va avoir une chute de température rectale d'à peu près 1 degré dans les 24 heures précédant la mise bas. Chez la chatte, cette température va remonter ensuite, la chatte va tendance à redevenir normotherme, là où la chienne peut rester un petit peu, entre guillemets «hypotherme». Des changements de comportement, donc généralement des animaux qui vont faire leur nid, qui peuvent être beaucoup plus agités, qui peuvent halter, et qui vont ou chercher à s'isoler ou au contraire être très, très collants et rechercher, l'attention. Et biologiquement parlant, la prédiction de la mise bas se fait donc par dosage de la progestérone, une progestérone qui chute drastiquement pour atteindre des niveaux inférieurs à 2 nanogrammes par ml dans les 24 heures précédant la mise bas. On va revoir également les différents stades de la mise bas, parce que ça va un petit peu nous aider à caractériser nos dystocies. Donc la mise bas se fait en 3 stades. La première phase, donc le stade 1 chez les chiennes, dure à peu près 6 à 12 heures. Il se manifeste surtout par des contractions utérines intermittentes qui commencent, mais qui sont non visibles extérieurement. Ce que le propriétaire va lui pouvoir, observer, c'est le changement de comportement qu'on a évoqué, juste avant. S'ensuit la phase 2, qui dure entre 3 à 12 heures, maximum 24 heures chez la chienne. Donc cette fois-ci, donc on a ça se caractérise vraiment donc par la dilatation du col de l'utérus, des contractions qui vont être vraiment visibles extérieurement, et des pertes vulvaires. Donc on va avoir, des pertes vulvaires verdâtres, donc l'utéroverdine et également la libération des liquides fœtaux. Généralement, la première naissance intervient
à peu près 15 minutes après l'expulsion du bouchon muqueux. Et on a une naissance, en règle générale, toutes les 30 à 60 minutes. Enfin, la phase 3, c'est donc tout ce qui est expulsion des membranes fœtales. Généralement, donc c'est 5 à 15 minutes après chaque chiot ou tous les 2 à 3 chiots. On peut ne pas avoir de membrane fœtale après chaque chiot, mais la chienne élimine plusieurs membranes fœtales après plusieurs naissances. Donc ça, c'est un petit peu les différents stades de la mise bas. Ce qui va nous intéresser pour caractériser nos dystocies, c'est surtout le stade 1 ou le stade 2. C'est-à-dire, est-ce que la chienne est en stade 1 et n'arrive jamais à passer en stade 2, ou est-ce que notre chienne est en stade 2 mais s'épuise et donc reste bloquée en stade 2. Ça va nous permettre un petit peu de faire la différence. Donc, dans tout ça, une dystocie, ça se définit par une difficulté à mettre bas. Donc, quand ce processus de parturition normale, donc en 3 stades, cesse et que des complications apparaissent. Donc on va juste également un petit peu parler de la période postpartum. Ne pas oublier donc une involution utérine qui peut vraiment être lente, qui peut durer jusqu'à 3 semaines, et des écoulements qui peuvent être normaux jusqu'à 3 semaines après la mise bas. Des écoulements qui sont généralement un petit peu sanguinolents dans les premiers jours, qui commencent à s'éclaircir, mais qui sont surtout, entre guillemets, non épais et non odorants. Donc à ne pas confondre avec des métrites post-mise bas ou des rétentions placentaires qui pourraient faire des métrites, mais la présence de lochie est totalement, totalement normale. Et généralement, après la mise bas, donc de manière physiologique, on va avoir une petite élévation de la température. Donc, dans les 24, 48, 72 heures post-mise bas, c'est pas rare d'avoir des chiennes qui vont être légèrement, norme haute ou légèrement hyperthermes. Alors, quels sont les signes de dystocie et comment reconnaître une dystocie? Ça, c'est ce qui va un petit peu le plus nous intéresser ici, que ce soit directement au téléphone lorsqu'un propriétaire nous appelle, savoir faire la différence entre une mise bas normale ou ah, effectivement, là, il y a critère de dystocie, ça vaudrait la peine que votre animal soit examiné, ou en consultation, hein, quand les propriétaires arrivent, de pouvoir ou les rassurer ou effectivement diagnostiquer une dystocie. Donc, à partir du moment où la mère présente des signes de douleur, d'inconfort, de faiblesse, on est dans le cadre d'une dystocie. Si elle est trop faible pour pouvoir continuer sa mise bas, si elle est trop inconfortable, qu'il y a des maladies concomitantes qui n'avaient pas été diagnostiquées, qui l'épuisent pathologiquement parlant, c'est un critère de dystocie. Par rapport aux contractions, généralement, on considère plus de 4 heures de contraction faible sans mise bas ou plus de 30 minutes de contraction forte sans mise bas. Ce sont des critères de dystocie. C'est pas toujours facile de faire la différence entre des contractions faibles ou des contractions fortes, surtout pour les propriétaires si c'est leur première expérience de mise bas. Mais c'est ça, vraiment, 30 minutes de contraction forte, c'est un signe de dystocie. Des pertes verdâtres à noires qui sont abondantes avant la mise bas du premier chaud. Il peut y avoir des petites pertes d'utéroverdine, mais elles sont légères. Des grosses pertes sans mise bas, c'est un critère de dystocie. Et des pertes sanguinolentes, quel que soit le stade de la mise bas, que ce soit avant ou après la naissance d'un ou plusieurs chiots, des pertes sanguinolentes importantes doivent toujours faire penser à une dystocie. L'absence de mise bas 24 heures après la date prévue, donc on rentre plus dans le cadre d'une gestation qui avait été initiée sur base du pic de LH ou l'ovulation, auquel cas c'est facile de savoir si on est après ou non la mise bas. Autrement, si on a une chienne à 74 jours, bien évidemment, on est au-delà des délais de gestation. Donc une absence de mise bas 24 heures après la date prévue est un signe de dystocie. Également, 24 heures, une absence de mise bas 24 heures après la chute de température observée par les propriétaires ou 36 heures après la chute de progestérone, si dosage de progestérone il y a, c'est un critère de dystocie. Et enfin, bien évidemment, un fœtus visible mais coincé dans la filière pelvienne qui ne progresse plus, c'est un signe de dystocie. Donc il y a beaucoup de choses différentes, soit vraiment une absence de mise bas après une date de vue ou après une baisse de température ou une chute de progestérone, mais également des pertes et également des contractions sans mise bas. Je sais pas qui a... Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît, quand vous êtes ici? Merci. Donc, différents types de dystocie, on va retrouver des causes maternelles qui sont vraiment majoritaires. À peu près 3/4 des dystocies sont d'origine maternelle. Le plus souvent, c'est de l'inertie, qu'elle soit primaire ou secondaire. On va y revenir après.
Une maman avec un pelvis un peu trop étroit, une anomalie de l'appareil reproducteur, donc une vulve un petit peu entre guillemets infantile, parfois ça peut vraiment bloquer au niveau de la mise bas, des pathologies utérines, des malnutritions, du parasitisme pendant la gestation qui vont faire qu'une chienne va être très faible et ne va pas être capable de mettre bas par elle-même. Encore une fois, des causes systémiques, tout ça, ça rentre dans les origines maternelles et voilà, c'est vraiment 3/4 des dystocies. Les 25 restants, donc les dystocies qui vont être d'origine fœtale, ça va plutôt être des malpositions fœtales, pardon, des disproportions fœtales, des monstres fœtaux, hein. Parfois, on peut avoir des développements, intra-utérins qui sont un petit peu aberrants, qui créent des monstres fœtaux dont la mise bas est très difficile, mais également de la mort fœtale. Si on a, un ou plusieurs fœtus décédés, au niveau de l'utérus, les contractions ne vont pas du tout être déclenchées de manière, efficace parce que les fœtus ont également un rôle à jouer dedans et donc la mise bas va être plus compliquée. Donc, on a dit, hein, c'est à peu près 75 pour les origines maternelles. Bon, en réalité, c'est 60 à 75,3 selon les études. Et l'inertie utérine primaire, c'est vraiment ce qui représente la plus grande majorité de nos causes d'origine maternelle, donc de 40 à 72 selon les études, suivi par donc l'inertie utérine secondaire. On va expliquer un petit peu la différence entre les deux. Pour les origines fœtales, c'est souvent des malpositions, des disproportions, c'est ce qu'on va retrouver le plus fréquemment. Donc, on va juste un petit peu rappeler la différence entre l'inertie utérine primaire et l'inertie utérine secondaire. Dans l'inertie utérine primaire, la chienne n'atteint jamais, jamais la phase 2. Donc, elle reste vraiment en phase 1 avec des changements de comportement, des petites contractions qui vont être non visibles d'extérieur. Souvent, c'est parce que, donc, comme on le disait, il y a une mort fœtale, donc le fœtus n'a pas son rôle à jouer dans le déclenchement des contractions qui vont être un petit peu plus puissantes, l'ouverture du col et l'initiation de la mise bas. Ou alors la maman est un petit peu trop faible et n'est jamais capable de rentrer en phase 2. Ou alors parfois des tailles de portée. Si elles sont trop faibles ou trop élevées, ça peut vraiment aussi gêner la maman à rentrer en phase 2. L'inertie utérine secondaire, donc pour le coup, le stade 2 a commencé, le col est dilaté, on voit des contractions fortes. Il peut y avoir éventuellement naissance d'un ou plusieurs chiots, mais ça s'arrête. Il n'y a plus de progression par la suite. Soit donc des portées de grande taille, quand on a vraiment 10, 12 chiots à faire naître. La maman peut vraiment s'épuiser au bout d'un moment et donc rentrer en inertie secondaire et ne plus progresser dans sa mise bas. Ou alors une disproportion fœto-pelvienne, un fœtus un petit peu plus gros qui va gêner la suite de la mise bas. Donc ça va un petit peu avec les causes obstructives également. Parfois, l'âge ou l'obésité, si on a des chiennes qui sont trop jeunes ou trop âgées, la mise bas peut être beaucoup plus difficile pour elles, pardon. Et l'obésité également, c'est un facteur qui a tendance à les épuiser un petit peu plus vite. On Rapidement, on va parler des prédispositions raciales pour les dystocies. Bon, en premier lieu, les césariennes, généralement électives pour les brachycéphales, c'est généralement pas des cas qu'on voit en urgence, sauf si la date prévue, finalement, la chienne commence à initier sa mise bas, un petit peu en dehors de la date prévue. Ça peut arriver, hein, qu'en week-end ou en pleine nuit, on ait une césarienne élective pour ces races-là. Autrement, bon, il y a plusieurs études, j'en ai juste cité 2, mais vous allez en trouver énormément dans la littérature vétérinaire. Généralement, donc les races prédisposées, ça va vraiment être des petites races, donc des bulldogs, chihuahuas, pékinois, des yorkshires, des teckels. L'étude de 2006, elle avait été faite sur, c'était assez intéressant, elle avait été faite sur des dossiers d'assurance. Donc, d'éplucher un petit peu les dossiers d'assurance animale et de voir un petit peu pour les dystocies, quelles étaient les races les plus surreprésentées. Donc, à nouveau, c'était des petites races, chihuahua, carlin, poméránien, scottish terrier. Mais également, apparition, là, on commence à parler de prédisposition raciale pour certaines grandes races, notamment il manque un G, mais notamment le grand danois, le bouvier bernois, l'Irish Wolfhound. Personnellement, alors moi, la reproduction, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'avais mené une étude en 2018, bon, que j'ai jamais encore pris le temps de publier, sur justement, un petit peu, évaluer une population de chiennes dans un certain laps de temps, un petit peu voir les critères de dystocie et les prises en charge qui étaient réalisées derrière, que ce soit traitement médical ou chirurgical. Et finalement, dans mon étude personnelle qui portait sur 52 chiennes, on avait 28 races différentes et finalement, c'est plutôt les grandes races qui étaient prédominantes. Donc avec des chiennes, de plus de 25 kilos, ça représentait, pas tout à fait la moitié, mais presque la moitié de ma population. Par contre, dans les moyennes ou petites races, on a eu beaucoup de bulldogs, chihuahuas et yorkshire. Donc voilà, c'était un petit peu juste, pour faire un petit point, en dehors des études que vous trouverez dans la littérature, scientifique.
Maintenant qu'on a vu un petit peu les critères de dystocie, les prédispositions raciales, qu'on a fait quelques rappels sur le déroulement de la MISBA, on va vraiment voir la conduite à tenir et quoi faire face à une dystocie finalement. C'est ce qui va un petit peu plus nous intéresser. Donc, important, ça va être de prendre une anamnèse complète, de justement vraiment poser toutes les questions sur la MISBA. Est-ce que la chienne est primipare ou non? Si elle n'est pas primipare, comment se sont passées ses précédentes MISBA? Est-ce qu'elle a déjà eu des dystocies? Est-ce qu'elle a déjà eu des chirurgies? Quand est-ce qu'a été fait la MISBA? L'accouplement, pardon. Est-ce que c'était sur base de saillie naturelle avec mise en contact? Est-ce qu'il y a eu des dosages hormonaux? Quelle était la taille du père par rapport à la maman ou la taille de la maman par rapport au père? Parfois, d'avoir vraiment une grosse disproportion de taille entre le mâle et la femelle, ça peut conduire à des fœtus plus ou moins gros. Donc, vraiment, ne pas hésiter à poser toutes les questions sur le suivi un petit peu reproducteur pour avoir le plus d'informations possible et nous aider un petit peu à comprendre notre dystocie et adapter notre prise en charge. Est-ce que la maman a été bien nourrie pendant sa gestation? Est-ce qu'elle a bien eu des croquettes pour chiot ou des croquettes plus énergétiques pendant le dernier tiers de sa gestation? Parce que ça aussi, ça peut beaucoup les fatiguer quand on a des apports caloriques qui ne sont pas du tout adaptés à la gestation. Donc voilà, vraiment ne pas hésiter à poser toutes les questions relatives à la gestation. Faire un examen physique complet. Donc, on va vraiment s'approfondir sur l'examen génital, forcément, mais ne pas passer à côté de tous nos autres signes cliniques. Notre fréquence cardiaque, notre fréquence respiratoire, la température, voir un petit peu l'état général de la maman. Est-ce qu'on pense qu'il peut y avoir des causes systémiques? Est-ce que la maman est vraiment épuisée? Puis elle peut avoir d'autres complications, donc un examen physique complet. Et ensuite, donc, on passe à l'examen génital avec des gants stériles, idéalement, mais au moins des gants propres et beaucoup de lubrification. On reste le plus propre possible. Donc ça va nous permettre de qualifier les pertes vulvaires, un petit peu voir quelles sont la couleur, est-ce qu'il y a une odeur, est-ce que c'est plutôt vert, est-ce qu'il y a du sang. Donc vraiment de voir un petit peu ce qui se passe, parce que c'est complètement transparent au niveau des petites pertes vulvaires. Alors, si possible, palper notre col. On s'entend que sur des grandes chiennes avec un col assez profond, c'est pas toujours facile, mais sur les petites chiennes, on peut essayer éventuellement de sentir un petit peu le col, de voir un petit peu si on a une sensation de col très fermé ou au contraire une sensation de col un petit peu dilaté. Notre examen génital va également nous permettre d'évaluer s'il y a la présence de contractions ou non. Elles ne sont pas toujours visibles extérieurement, mais en posant notre doigt au niveau du plafond ou du plancher, on est capable de sentir si des petites contractions ont lieu, si on est capable de déclencher le réflexe de Ferguson pour initier des contractions ou non. Puis également, bien évidemment, aller palper la présence d'un chiot ou non. Est-ce qu'un chiot est engagé? Est-ce qu'il a l'air bloqué? De quel sens il semble se présenter? Est-ce qu'on pense qu'il puisse être mal positionné? Est-ce qu'il est viable? Est-ce que ce chiot est encore vivant ou malheureusement décédé? Donc voilà, l'examen génital nous permet vraiment comment dire, d'avoir beaucoup d'informations sur l'appareil reproducteur et notre MISBA et va nous aider aussi à qualifier notre type de dystocie et à savoir quel type de traitement mettre en place. Petite chose également que je n'ai pas mentionné, si vous voyez qu'il y a eu beaucoup de sécrétions au niveau de la vulve, bien évidemment, avant votre examen génital, n'hésitez pas à passer un petit coup pour désinfecter, un petit peu de bétadine, un petit peu d'eau tiède, juste de nettoyer un petit peu la vulve pour éviter de contaminer la vulve et de ramener des matières infectieuses lors de notre toucher vaginal, surtout si on arrive proche du col. Une fois qu'on a fait notre examen physique général et notre examen plutôt génital, reproducteur, il y a plusieurs examens complémentaires là qui sont assez utiles et je vous dirais d'ailleurs presque obligatoires face à une dystocie parce qu'ils vont nous permettre d'adapter notre traitement. En fonction de ce qu'on va voir, on ne va pas intervenir de la même façon. Le premier examen, vous les faites un petit peu dans l'ordre que vous voulez. On va parler de l'échographie abdominale qui va nous permettre d'évaluer la viabilité de nos fœtus. Donc, dans la littérature, vous trouverez des seuils de souffrance fœtale un petit peu différents. Généralement, ça va de 140 jusqu'à 180 battements par minute pour un petit peu qualifier une souffrance fœtale. Donc, une fréquence cardiaque supérieure à 180 battements par minute, c'est une fréquence cardiaque normale. Pas de souffrance fœtale, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se précipiter en césarienne. Si on a une fréquence cardiaque un petit peu plus faible, je vous dirais entre 140 et 160 battements par minute, on commence à avoir un début de souffrance fœtale. Donc là, pour le coup, il faut vraiment que notre MISBA soit dans les 2 à 4 maximum prochaines heures, que pendant ce laps de temps, on continue à faire des échographies rapprochées pour s'assurer que notre fréquence cardiaque ne continue pas à diminuer et que là, voilà, on mette en place vraiment, qu'on commence vraiment à mettre en place une aide pour la maman.
Par contre, si notre fréquence cardiaque est déjà inférieure à 140 battements par minute, là, on est vraiment face à une souffrance fœtale importante. Et donc là, c'est vraiment la césarienne qui va être recommandée. Le traitement médical va trop mettre nos petits fœtus, nos petits bébés en danger. Donc l'échographie abdominale, c'est assez facile. On ne demande pas nécessairement de voir tous les chiots. Généralement, quand on évalue la viabilité des fœtus, on essaie quand même d'évaluer la viabilité du plus grand nombre de fœtus possible. C'est pas toujours facile, mais il peut très bien y en avoir un normal et un qui commence à montrer des signes de souffrance fœtale. Donc on essaye quand même d'aller voir un petit peu dans la corne droite, dans la corne gauche et d'essayer de repérer le plus de cœurs possible. La radiographie également très importante, idéalement une latérale et une dorso-ventrale. On évite de mettre la maman sur le dos. Pour l'échographie, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est pareil, hein. On peut la faire debout en décubitus latéral. On va éviter de mettre la maman sur le dos. Ça va un peu comprimer son diaphragme, ça va pas l'aider. Donc la radiographie va nous permettre d'évaluer le nombre et la taille de nos fœtus, mais également la position et de voir s'il y a des disproportions ou non. Ce qui va également nous aider dans la suite de notre prise en charge à déterminer si on peut faire un traitement médical ou non. Et enfin, donc, nos analyses sanguines, les paramètres à évaluer lors de dystocie, ça va être notre glycémie et notre calcémie, parce que c'est là-dessus qu'on va jouer avec notre traitement médical. Si on peut la doser, la progestérone, alors ça, c'est plutôt, je vous dirais, pour les cas de césarienne un petit peu plus électives. C'est déjà arrivé beaucoup de fois que des propriétaires de bulldog, par exemple, ou de race brachycéphale viennent en urgence avec, par exemple, une césarienne élective prévue 48 ou 72 heures plus tard et qui disent: «Ah là, ma femelle, elle commence à s'agiter, elle allaite». OK. Est-ce qu'elle allaite parce qu'il y a quelque chose d'autre qui la gêne ou est-ce qu'elle allaite parce qu'effectivement elle est en phase 1 de sa mise bas et qu'à ce moment-là, on peut réaliser la césarienne, tout de suite? Je vous dirais que pour le coup là, le dosage de la progestérone doit être obligatoire. Prendre une décision de césarienne, autrement, c'est un petit peu compliqué. On va juste faire un petit point sur la souffrance fœtale. Comme je vous disais, selon les études, vous allez trouver des normes un petit peu différentes, donc entre 140, 150 et 180 battements par minute. Par contre, c'est normal d'observer une diminution de la fréquence cardiaque quand on a une contraction utérine qui passe en même temps. Donc, quand vous évaluez la fréquence cardiaque de votre fœtus, faites-le vraiment sur 1 à 2 minutes ou prenez des valeurs espacées, juste pour être sûr. Parce que c'est déjà arrivé d'avoir des fréquences cardiaques un petit peu basses qui finalement étaient juste le reflet du passage d'une contraction utérine et que quand on la reprend après, le chiot est à plus de 200. Donc vraiment, prenez votre temps quand vous évaluez la souffrance fœtale, c'est important. Une fois qu'on a un petit peu examiné notre chienne, examiné notre appareil reproducteur, qu'on a fait nos échos, nos radios et nos prises de sang pour voir un petit peu quelle était, comment dire, pour faire un peu un état des lieux sur la mise bas de notre maman, quelle est la prise en charge qu'on recommande? Je vous dirais qu'il y a vraiment 3 axes. Le premier, ça va être les manœuvres obstétricales. Si on a un chiot qui va être coincé, la première chose, ça va être d'essayer de le libérer. Par la suite, ça peut vraiment aider la maman. Parfois, juste à libérer le chiot qui était coincé, la mise basse s'ensuit naturellement. Parfois, elle va quand même avoir besoin d'un traitement médical ou d'une chirurgie, mais voilà. En premier lieu, commencer un petit peu les manœuvres obstétricales, surtout si c'est le dernier chiot, par exemple, ça vaut vraiment la peine. Donc, toujours avec des gants et le plus de lubrification possible. Vous pouvez prendre un cathéter urinaire ou une sonde de réalimentation, ce que vous voulez, mais un cathéter un petit peu plus long. Ne pas hésiter à passer sur les côtés pour venir lubrifier vraiment absolument partout, y compris derrière le chiot. Parce que c'est vraiment notre lubrification qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous aider dans notre délivrance. On reste doux, alors, ne pas tirer. Oui, il faut faire une petite traction, sinon le chiot ne sortira jamais, mais on y va délicatement, on y va par étapes. On n'hésite pas vraiment à faire des petits mouvements de traction, des petits mouvements de rotation pour essayer de venir débloquer notre chiot. On évite de tirer d'un coup parce que ça va être, extrêmement inconfortable pour la maman et on risque des lésions utérines. Bien évidemment interdit s'il y a un gros cas de disproportion, si on voit à la radio que dans tous les cas, ça arrive souvent que la tête, bon là la tête est ici, mais si le chiot est en présentation postérieure, il y a ses pattes arrière qui sortent. Par contre, la tête et les épaules sont coincées au niveau du bassin et vont avoir beaucoup de difficultés à passer. Donc dans ces cas-là, on évite, on n'y arrivera pas. C'est possible de le faire avec une anesthésie ou une sédation. Par contre, attention, s'il ne reste plus de chiots à l'intérieur, on est plus ou moins tranquille. Par contre, s'il reste encore des bébés à l'intérieur,
les drogues que vous allez utiliser vont passer la barrière placentaire et donc vous avez un risque de causer, en fonction des molécules que vous utilisez, une dépression cardio-respiratoire sur vos fœtus. Donc, attention aux molécules que vous utilisez si jamais vous décidez de donner de l'analgésie ou de la sédation à la maman, ce qui peut vraiment beaucoup l'aider, parce qu'il peut toujours y avoir une répercussion sur les fœtus à l'intérieur. Donc, manœuvre obstétricale, donc c'est pas dans tous les cas de dystocie, elles n'ont pas toutes nécessairement un petit bébé bloqué. Donc, autrement, nos deux grands axes, ça va être traitement médical versus chirurgie. Quand est-ce qu'on met en place le traitement médical, puis quel est-il, ou quand est-ce qu'on recommande une chirurgie? Alors, le traitement médical, il faut vraiment que ce soit sur une chienne qui est en bon état général, qui n'est pas trop inconfortable, qui n'est pas douloureuse. Idéalement avec un stade 2 de moins de 6 heures, c'est-à-dire vraiment, vraiment en début de mise bas. Donc, comme on l'a dit, s'il y a une obstruction, on va mettre des manœuvres obstétricales avant. Il faut qu'à l'échographie, il y ait absence de souffrance fœtale. S'il y a une souffrance fœtale, c'est une chirurgie d'urgence. Autrement, c'est prendre le risque de perdre les bébés. Évidemment, à la radio, absence d'obstruction, de malpositionnement ou de disproportion, sinon ça va pas nous aider. Idéalement, une portée de 4 chiots ou moins. Alors, on peut toujours mettre le traitement médical quand il y a une portée plus grande, mais plus il y a de chiots à sortir, plus ça va être compliqué que notre traitement médical soit efficace pour toute la portée. Donc, généralement, c'est plutôt sur des portées de taille petite à moyenne. Notre traitement médical, c'est 3 axes principalement. Donc, on a vu dans notre examen physique, on va également faire un petit bilan sanguin, évaluer notre glycémie. Si notre maman est hypoglycémique, on va alors à ce moment-là lui donner un bolus de dextrose. C'est possible, hein. Parfois, elle s'épuise tellement qu'elle consomme toute leur réserve. Donc, ne pas hésiter à donner un petit bolus de dextrose 30%, donc 1 ml par kilo, généralement dilué 1 dans 3 ou 1 dans 5 dans de la saline, 0,9%. Le deuxième axe de notre traitement médical, c'est notre calcium. Le fait de donner du calcium, ça va vraiment permettre de renforcer les contractions utérines, ça va venir aider nos muscles. Et en fait, le calcium a aussi comme rôle de potentialiser l'effet de l'ocytocine s'il est administré 15 à 30 minutes avant. Donc vraiment, ne pas hésiter à donner du calcium si la maman en a besoin, évidemment, en fonction de sa calcémie. Donc là, on peut utiliser 2 types d'administrations différentes. Soit le gluconate de calcium 10% qu'on va donner par voie intraveineuse, donc de 0,5 à 1 ml par kilo, IV lent, donc généralement 15 à 20 minutes, idéalement sous contrôle ECG, parce que ça peut causer des arythmies. Maintenant, s'il n'y a pas de CG, vous le donnez IV très très lent et dilué 1 dans 2 dans de la saline 0,9%. Autrement, vous pouvez donner le Calcitate Forte, là, que vous pouvez donner 4 ml pour 10 kg sous cut ou IM. Ça fait un petit peu mal par voie intramusculaire, surtout chez la chatte. Mais voilà, c'est une autre façon de complémenter la maman en calcium. Et enfin, donc l'ocytocine, dont son effet, donc, encore une fois, va être potentialisé si on a administré du calcium avant. Alors, il y a plusieurs façons un petit peu de calculer les doses d'ocytocine. Moi, personnellement, c'est un petit peu à l'œil. Généralement, je donne 0,5 à 2 unités par chienne, IM ou sous-cut. Sur mes grandes chiennes, je peux monter jusqu'à 5-8, mais c'est un petit peu le maximum que je vais donner. Si vous voulez calculer ça de manière un petit peu plus précise, généralement, on admet donc une dose de 0,15 par kilo pour les grandes chiennes, 0,38 par kilo pour les chiennes de moyenne taille, donc entre 15 et 25 kg et 0,4 kg pour les petites chiennes. Mais c'est ça, généralement, éviter de dépasser des trop grandes doses d'ocytocine. Donc, IM ou sous-cut, ça se donne par voie intraveineuse, mais voilà, généralement, on préfère le donner IM ou sous-cut. Généralement, on recommande 3 injections maximum, 30 à 45 minutes d'intervalle et toujours faire un contrôle échographique. C'est-à-dire que si vous avez fait votre examen physique général et vos examens complémentaires, qu'à l'échographie, il n'y a pas de souffrance fœtale, qu'à la radiographie, il n'y a pas de cause obstructive, que votre chienne est en bon état général, on donne la première injection d'ocytocine, plus ou moins après glucose et calcium. On attend 30 à 45 minutes pour voir un petit peu ce qui se passe. Avant de donner votre prochaine injection d'ocytocine, refaites une échographie, réévaluez la fréquence cardiaque de vos bébés. Ça arrive que des fœtus qui ne présentaient pas de souffrance fœtale initialement en présentent, parce qu'il y a beaucoup de contractions, mais que ça ne progresse pas. Donc, toujours refaire une échographie avant. Et si tous vos critères sont toujours bons, qu'il n'y a pas de souffrance fœtale, alors là, il n'y a pas de souci pour redonner une injection. Alors, Par contre,
Je Oui, peux juste vas-y. faire un petit truc pour ceux qui sont à domicile, parce que ça, ça c'est une prise en charge qu'on peut faire à domicile aussi. À domicile, on n'a pas forcément écho ou radio. Euh, à domicile, je ne vous conseille pas de faire 3 injections, Mm, vraiment. mm. Sans contrôle écho ou radio, c'est 2 injections grand maximum. Ouais. Déjà, si après la première, il n'y a rien qui bouge, au bout de 45 minutes, je conseillerais d'aller en clinique. Oui. Alors, et grand maximum une deuxième si les gens n'ont pas envie d'hospitaliser pour tenter un peu le tout pour le tout. Mais c'est maximum 2, quoi. Vous n'allez pas jusqu'à 3 à domicile, hein. Oui, c'est vrai que oui, non, complètement. Pardon. Non, Je... non, 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 il n'y a pas de souci, tu as bien fait. C'est vrai que j'étais un petit peu. C'est vrai que oui, à domicile, alors moi je trouve personnellement à domicile, c'est toujours un petit peu difficile de savoir si oui ou non ça vaut le coup de donner de l'ocytocine parce que on n'a pas nécessairement de radio, on n'a pas nécessairement d'écho. Donc là, c'est vraiment votre examen physique qui va être très important pour vous aider à prendre une décision et vraiment prendre le temps de faire un très bon examen génital, de vraiment être sûr, hors de tout doute, que vous n'avez pas de chiot qui est coincé, que vous ne sentez absolument rien. Et à ce moment-là, je vous dirais, après la première injection, plus que refaire une échographie, je pense que refaire un examen génital, ça peut également vous aider parce que là, peut-être que vous allez pouvoir palper un chiot qui commence à s'engager, mais qui pour le coup reste bloqué. Et auquel cas, bah, comme dit Julie, on envoie en clinique. Donc oui, une injection maximum à domicile et n'hésitez pas à répéter votre examen génital 35 à 45 minutes après pour voir un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est sûr que sans radio, c'est toujours un peu plus délicat de nous aider à prendre une décision éclairée sur le traitement médical. Et donc voilà, parce que l'ocytocine, généralement, c'est vraiment interdit en cas de phénomène obstructif. Donc si vous arrivez à domicile et qu'il y a un chiot qui est pris dans la filière pelvienne, bon, là c'est clair, on ne fait pas d'ocytocine. S'il n'y en a pas et qu'en plus de ça, il n'y a pas eu de radio dans les jours précédents, ça peut être toujours un petit peu plus délicat. On peut faire éventuellement, comme dit Julie, une injection, mais voilà, bien prévenir les propriétaires et avoir une discussion très éclairée avec eux. Donc ça, c'était notre traitement médical. Généralement, dans la littérature, on a à peu près 30% de succès de notre traitement médical. C'est un petit peu, je vous dirais, insatisfaisant. Ça vaut la peine quand nos chiennes répondent à tous les critères de le mettre en place, mais ne pas s'étonner si ça ne fonctionne pas ou qu'on n'est pas capable d'induire la mise bas de tous les chiots. Dans l'étude que moi j'avais faite, alors c'est sûr que ma population de chiennes était beaucoup plus petite, j'en avais juste 52, mais quand il a été mis en place, le traitement médical avait montré du succès seulement dans 20% des cas. Donc c'est vrai que le traitement médical peut être un petit peu insatisfaisant, donc le prenez pas personnellement. C'est vraiment, voilà, parfois, malheureusement, souvent face à des dystocies, la césarienne reste quand même assez recommandée. Et donc, on va en parler de la césarienne. Donc, c'est si notre traitement médical n'est pas recommandé, c'est-à-dire que notre chienne est en mauvais état général, qu'elle a une très grande portée, qu'elle a un sangleton et que le chiot est vraiment disproportionné par rapport à la taille de la maman, qu'elle est faible, qu'il y a des causes obstructives ou autres, ou après échec de notre traitement médical. Bon, la césarienne, j'ai vraiment pas parlé de la césarienne en tant que telle. Ça, c'est plus pour les chirurgiens, mais tout ce qui est préoxygénation avant l'anesthésie, les protocoles anesthésiques, les molécules à éviter et compagnie. Ça, c'est vraiment plus la partie chirurgie, mais nos chirurgiens ont très l'habitude de ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les soins des chiots, parce qu'on peut être vraiment amené à aider notre équipe de chirurgie pour ça. Donc, ce qui va être important, que ce soit à domicile, vous pouvez aussi parfois arriver et finalement, après votre traitement médical, la maman met bas. Donc, toujours bien dégager les voies respiratoires, l'aspiration, donc avec une petite seringue ou une petite poire, dégager les sécrétions à la fois au niveau des narines ou dans la bouche. Bien important de frictionner avec une petite serviette nos petits bébés. Donc, à la fois, ça permet de les sécher, de les réchauffer et de stimuler la respiration. On évite de les secouer, les secouer un peu la tête vers le bas pour faire tomber les sécrétions. C'est vraiment pas une bonne idée. Ça se faisait il y a 50 ans, mais maintenant, on évite. On va aspirer nos sécrétions et juste frictionner nos petits bébés. On peut éventuellement faire un petit point d'acupuncture. Donc, avec une petite aiguille, vous pouvez, bon, c'est pas un bon exemple, mais piquer un petit peu entre les deux narines. C'est un petit point qui stimule parfois la respiration avec une petite aiguille orange ou une petite aiguille bleue. Vous pouvez. Parfois, si on sent que les fréquences cardiaques de nos bébés sont un petit peu basses, on peut éventuellement mettre une petite goutte d'atropine sous la langue. Ce qui va être important, ça va être de suturer notre cordon ombilical et examiner nos petits chiots. Donc, à la fois le sexe, mais également voir s'il y a des malformations développementales.
Donc, bon, comme ici sur la photo, c'est assez facile de voir qu'il y en a une, ici également, mais toujours penser à bien regarder qu'il y ait ou non une fente palatine, de bien vérifier que tous nos chiots ont un petit anus, parce que la trésie anale existe. Donc voilà, vraiment faire un examen succinct de nos petits chiots, mais juste vérifier qu'il n'y a pas de grosses anomalies développementales. Par rapport au cordon, à la suture du cordon ombilical, j'ai pas de photo de cordon ombilical en tant que tel, mais voilà, généralement, quand vous avez votre cordon, vous laissez à peu près 1 centimètre avant de le suturer. Puis vraiment, on évite de tirer quand on suture, on évite de mettre la suture trop proche. C'est une zone qui est hyper fragile et les petites hernies abdominales, là, c'est c'est très fréquent. Ça arrive, ça peut arriver juste aussi après la mise bas, quand la maman va aller chez le chiot, si peu qu'elle tire un petit peu trop sur le cordon ombilical, ça peut causer des petites hernies des grosses hernies abdominales. Donc faites attention, ça paraît anodin comme acte, mais toujours faire attention, ne pas trop tirer et laisser un petit centimètre de distance. Et nos petits chiots, ça va être important de toujours les garder au chaud et avec de l'oxygène. Ils viennent de naître, ils ont besoin de tous ces supports-là. Donc, toujours avant la mise bas, préparer des petites bouillottes, de préparer voilà, une petite couveuse, de préparer un petit endroit où on va pouvoir les replacer ensuite. Donc là, ici, bon, je les avais tous rangés en câlin un petit peu, mais voilà, c'était dans des couvertures, dans des bouillottes, dans un incubateur oxygène. Ils attendaient que la maman sorte de chirurgie. Donc voilà, vraiment les mettre dans un environnement adapté pour eux. Après ça, on met vraiment les chiots le plus rapidement en contact de la maman, même si elle n'est pas encore tout à fait réveillée, c'est pas grave. On commence à les faire téter, on commence à leur donner leur repas. Toujours bien surveiller le réveil de la maman, même si généralement on n'utilise pas de molécules qui rendent très dysphoriques au réveil. Ça peut arriver d'avoir des mamans un petit peu dysphoriques, des mouvements un petit peu non contrôlés au réveil. Donc, éviter que la maman écrase les chiots, éviter que voilà, la maman puisse faire des blessures aux petits chiots en réveil de dystocie. Donc, quand même essayer d'avoir quelqu'un qui reste toujours proche pour s'assurer que tout se passe bien. Si la maman est trop agitée, on met les bébés à la mamelle et on les remet dans un endroit un petit peu séparé le temps qu'elle se calme un petit peu, hein, parce que voilà, c'est déjà arrivé malheureusement des décès dus au réveil anesthésie et à une maman qui ne contrôle pas toujours ses mouvements, donc bien faire attention à ça. Et toujours vérifier la production lactée. Alors, vous pouvez le faire, généralement, on le fait lors de l'examen physique à l'admission. Mais après l'anesthésie, surveillez, palpez vos petites mamelles, pressez-les un petit peu, voyez s'il y a du lait. S'il n'y a pas de lait, vous pouvez donner du méthoclopramide. Généralement, on le donne à 0,3 mg kilo, succute TID au besoin. Puis ça peut vraiment être donné assez facilement et ça a tendance à bien stimuler la production lactée. Ça, je vais vous le mettre, là, c'est en tout petit, on le reverra pas, on va pas le voir, puis c'est en anglais, mais je vais vous le mettre, c'est un PDF de 2 pages comme ça que je vais vous mettre sur le groupe WhatsApp. C'est un petit peu ça reprend des chartes un petit peu, à la fois comment évaluer, notre dystocie, quels sont les signes de dystocie, à la fois nous aider à prendre les bonnes décisions par rapport à la mise en place d'un traitement médical ou d'une césarienne. Donc c'est des PDF qui sont, très bien faits, très résumés, très synthétiques, avec des arbres décisionnels. Donc, je vous les transfère après sur le groupe WhatsApp. Les particularités chez la chatte, bon, généralement, pour le coup, la durée de gestation, elle est un peu plus courte, c'est de 59 à 63 jours, donc c'est un peu plus facile de savoir si on est dans le bon délai. Les prodromes, la phase 1, ça dure environ 2 heures, mais ça peut vraiment aller jusqu'à 12 heures. L'intervalle entre chaque naissance chez la chatte, c'est environ 2 heures. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des naissances à toutes les 2 heures. Passé 2 heures, on commence à parler dystocie. Versus la chienne, on pouvait attendre jusqu'à 4 heures de contraction faible. La chatte, on évite. Après 2 heures de non-mise basse suite au chaton précédent, on commence à parler de dystocie. Puis alors vraiment une particularité de la chatte, c'est l'interruption du travail. La chatte a cette particularité de pouvoir mettre sa mise bas en pause, mais réellement en pause où il ne se passe absolument plus rien, comme si la mise bas était terminée alors qu'il reste des chatons. Cette pause, elle a lieu si la chatte est un petit peu stressée, si on l'embête un petit peu, si elle se sent un petit peu angoissée. Donc, quand une chatte met bas, vraiment, les recommandations, c'est laisser-la tranquille. Autant la chienne, on peut vraiment l'assister, être à côté d'elle. Autant la chatte, il faut qu'on la laisse tranquille. On la laisse dans son nid, on la laisse faire, parce qu'au moindre stress, elle peut vraiment stopper sa mise bas. Et l'interruption, ça peut aller jusqu'à 48 heures, hein. C'est généralement 12 à 24 heures. Mais on a des chattes qui peuvent vraiment mettre en pause pendant 48 heures et reprendre les contractions 48 heures plus tard. Ça, c'est vraiment une particularité de la chatte à savoir. Mais voilà, rassurer les gens, leur dire que voilà, c'est des choses qui arrivent, mais souvent, juste la mettre dans un endroit calme, la laisser tranquille, éviter qu'il y ait du monde qui vienne la voir, ça peut juste être suffisant pour qu'elle reprenne ses contractions et qu'elle finisse de mettre bas tranquillement.
Les césariennes anticipées, donc 2 à 3 jours avant la mise basse, sont plutôt possibles chez la chatte, pardon. Là où elles sont complètement interdites chez la chienne, puisque 24 heures avant la date prévue, ça peut vraiment mettre à risque la portée et causer une mortalité fétale chez les chiots. La chatte, elle tolère un petit peu plus les césariennes anticipées. De plus, les dosages de progestérone, on n'a pas vraiment tendance à les faire chez la chatte. Il n'y a pas de valeur définie comme chez la chienne. Donc, on est un petit peu plus large, un petit peu pour déterminer si oui ou non on part en césarienne. On a un peu moins le risque de mortalité fétale. Et les critères de dystocie, bon, c'est à peu près identique à la chienne, à part l'intervalle entre chaque naissance, là, dont on vient de parler tout à l'heure de 2 heures. Mais sinon, c'est la même chose. Si vous avez des pertes sanguinolentes, si vous avez des pertes vulvaires, si vous avez un chaton coincé, si vous avez une chatte en mauvais état général, voilà, les critères de dystocie sont un petit peu les mêmes, sauf voilà, le petit intervalle. Bon, le traitement médical chez la chatte, c'est exactement la même chose. Le dextrose, le calcium et l'ocytocine. Juste, c'est les dosages d'ocytocine pour la chatte que je vous ai remis ici. Généralement, c'est 1 unité pour 5 kilos, donc à peu près 1 unité par animal qu'on donne par voie intraveineuse ou intramusculaire ou sous-cutané, pardon. Et exactement avec les mêmes recommandations, donc maximum 3 injections à 45 minutes d'intervalle avec contrôle écho ou maximum 1 injection si on est à domicile. Voilà un peu pour les dystocies. Donc, c'est une urgence en reproduction qui est souvent rencontrée, qu'on va vraiment beaucoup rencontrer là maintenant que le printemps arrive. La césarienne reste quand même souvent recommandée. Mais voilà, le traitement médical existe. Pour certains cas seulement, il faut vraiment que notre chienne remplisse tous nos critères. Et ça va être important de réaliser un examen complet, des examens complémentaires pour une prise en charge optimale. Parfois, quand par exemple on a des petits fœtus qui sont déjà décédés, la césarienne reste le traitement de choix, parce que même avec notre ocytocine, c'est possible que notre animal ne les sorte pas. Mais parfois, pour des raisons budgétaires, c'est possible que les propriétaires soient complètement fermés à la césarienne. Dans ce cas-là, ça vaut la peine de mettre en place un traitement médical, mais voilà, toujours bien expliquer les risques aux propriétaires, d'avoir une discussion très éclairée pour qu'on ne vous reproche rien après. Mais c'est sûr que souvent, on va dire non, il faudrait une césarienne, mais pour des raisons financières, c'est pas toujours accepté. Donc, à ce moment-là, mettez en place un traitement médical. Mais si vous pensez être un petit peu limite, insistez pas avec votre ocytocine. C'est un petit peu comme disait Julie tout à l'heure à domicile. Si le traitement médical, pour vous, c'est vraiment pas la solution idéale et vous pensez que ça va être compliqué, on n'insiste pas. Voilà, c'est juste les petites précautions à prendre. Bah voilà, c'est pas mal tout pour les césariennes. Moi, Pardon. sur la réanimation des chiots, j'avais tendance à mettre 1 ou 2 gouttes de Dopram aussi. Oui, tu peux, c'est parce que oui, c'est vrai. Non, non, tu peux. J'avoue qu'on n'en a pas au Canada. Fait que j'ai pas tendance à le On en a faire. en France. Mais On oui. en a dans les mues. Donc, Oui, et on en a dans les trousses de dom. Donc, oui, oui, vous oui, voyez, Adam, complètement. certains chiots qui ont du mal à démarrer, un petit coup, ça arrive. Si Ouais. pour la plus grande des hasards, vous avez fait des alpha 2 aussi à la maman, c'est pas recommandé, hein. Ouais, c'est ça. Oui. Si vous avez fait des alpha 2, mettez un coup Ça d'anti-pédant aussi. Ouais, je sais, ouais, j'en ai pas parlé, parce que généralement, on n'en fait pas. Mais ça peut arriver hein, sur des chiennes très agressives ou des. Ouais. C'est possible, hein, des animaux qu'on n'arrive pas du tout à manipuler. Généralement, pour. Pardon? C'est pour ça que je précise, ouais, parce que Ouais, ça c'est ça. peut arriver dans de rares cas, mais ça peut arriver. Donc, C'est ça. Même pour les manœuvres obstétricales, c'est sûr ouais. que ouais, on a Mm. toujours tendance à vouloir donner des antidouleurs et c'est normal. C'est juste que quand bien même vous donneriez de la buprenorphine ou de la méthadone pour soulager la maman, ça peut avoir des effets cardiovasculaires sur les fœtus. C'est d'ailleurs pour ça que généralement, quand on fait une césarienne, on donne notre opioïde une fois que les chiots ont été délivrés. Donc voilà, toujours, je comprends le fait de vouloir donner des antidouleurs parce qu'effectivement, de venir un petit peu décoincer le chiot, c'est pas confortable pour la maman, mais toujours faire attention. Mais c'est ça, ouais. Généralement, pour nos césariennes, c'est propofol et puis c'est tout. J'ai une petite question, Agathe. Déjà, merci, c'était super. Juste physiologiquement, pourquoi chez la chienne, c'est moins bien supporté une césarienne anticipée par rapport au chat? Parce que c'est vraiment juste, comment dire,
le développement des chiots, c'est que leur système respiratoire est complètement immature jusqu'à la date prévue du terme. Donc, le fait de faire ta césarienne avant la date prévue du terme, tu compromets grandement leur fonction respiratoire à la naissance. Mais ça, c'est vraiment développemental, c'est parce que c'est fait comme ça chez les chiots et c'est dû à une immaturité de leur système respiratoire. OK, je te remercie et j'ai une dernière question, Oui, sur le protocole de vermifugation parce que j'ai pas toujours, les mêmes, protocoles d'un ouais. clinicien à un autre. En général, on dit qu'il faut le faire 2 semaines avant, une gestation prévue, voire même 2 semaines avant la parturition. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi tes protocoles? Alors, Si tu en as, hein? La- les protocoles de vermifugation, généralement, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel je me penche. Mais en règle générale, oui, il faut qu'elle soit vermifugée avant la mise bas. On évite de la vermifuger pendant la mise bas parce que tu peux toujours avoir une cétotoxicité. Moi, je te dirais que s'ils l'ont pas fait, je leur recommande pas. Je leur dis, bah, attendez la mise bas. D'accord, OK. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question aussi Oui. par rapport au fait qu'on ait une césarienne à faire lors d'un accident. Imaginons l'animal s'est blessé, il était dans un accident de voiture, les animaux, il perd du sang, il y a besoin de faire une césarienne malgré que les animaux soient prématurés. J'avais entendu dire que dans ce cas-là, du fait qu'il n'y ait pas eu le déclenchement de Ferguson, mais du coup, il n'y avait pas un relargage de corticoïdes et que donc les poumons Ouais. des petits n'étaient pas assez développés, qu'il valait mieux leur faire une injection de corticoïdes. Ouais, alors ça, pour le coup, c'est assez discuté. C'est comme il arrive, alors c'est assez rare, mais ça arrive, le fait d'être gestante. Alors, c'est vraiment développé chez la femme. Ça peut faire des anémies ou des thrombocytopénies à médiation immunitaire. C'est un phénomène qui est fortement décrit chez la femme, qui est rare chez la chienne, mais qui existe. Les HMI gestation médiée, là, ça existe beaucoup. Et je t'avouerai que pour le coup, pour en avoir vu plusieurs, des anémies à médiation immunitaire sur lesquelles on avait tendance à donner des corticoïdes, ça va plutôt avoir tendance à induire un avortement qu'autre chose. J'aurais pas tendance à donner de corticoïdes. En fait, le problème par rapport au cas que tu décris à l'accident, c'est de savoir enfin, tu sais, si on est 2 jours avant la mise bas, ça se tente. Après, si on est une semaine avant la mise bas, je pense que quand bien même tu donnerais des corticoïdes, je pense que tu auras une mortalité trop importante à ta naissance. Fait que c'est un peu toujours discuté. J'ai pas de réponse, je te dirais pas oui ou non de manière franche. Ok, d'accord. Merci, c'est gentil. Très sincèrement, si, comme dit Agathe, si c'est une semaine avant la mise bas, il faut dire au propriétaire, écoutez, là, clairement, ça ne marchera pas, quoi. Enfin, une semaine avant la mise bas, tu n'auras pas de survivants, je pense, quasiment Non. pas. Non. Autant chez une chatte, éventuellement, mais les prématurés, ouais, les chiennes, ça accepte tellement pas les prématurés que je pense que c'est malheureux dans ces cas-là, mais Ouais. tu perds ta portée, en fait. Ouais, malheureusement. Ok, d'accord. Donc, dans la communication et Il faut expliquer être ça. honnête avec les gens, il faut leur dire direct que là, leur portée, malheureusement. Ouais. Mm, mm. Que là, s'il y a par exemple, par contre, s'il faut aller en chirurgie pour raison X ou Y, parce que saignement important, parce que hémorragie splénique, parce que comme ça, il faut leur dire que là, enfin, c'est avortement, quoi. Et que c'est qu'on choisit, qu'on choisit de sauver la mère. Et s'il y a une rupture utérine, Ok. pareil, il faut voir avec eux pour stérilisation, quoi. Dans ces cas-là. Ok, merci beaucoup. Mais D'autres ouais. questions? Mais les HMI, là, c'est toujours c'est Ouais. rare, mais c'est toujours un petit peu casse-pied quand ça arrive parce que souvent, Ouais. ça arrive en fin de gestation. Puis là, tu sais que les traitements, c'est les corticoïdes. Est-ce que tu vas en chirurgie avant alors que ta chienne, elle est anémiée pour essayer de sauver tes chiots, mais tu prends le risque pour la mère? Est-ce que tu dis tant pis, tu donnes des corticoïdes et tu essayes 24 heures après, mais là, enfin, voilà, c'est vraiment pas facile à gérer les HMI gestationnels. Truc con, si c'est vraiment en toute fin de gestation, il y a moyen de faire une transfusion ou pas? Ben, oui, tu as moyen de faire une transfusion. Après, c'est toujours pareil, c'est que tu as toujours un risque transfusionnel quand même. Mais oui. Après, c'est ça, c'est que tu fais une transfusion, tu essayes de. Alors, quand c'est des HMI, c'est plus facile à gérer. Le gros problème, c'est quand c'est les thrombocytopénies, parce que là, pour le coup, elle est en Ouais. césarienne sur une chaîne thrombocytopénique, c'est compliqué. Après, voilà, quand c'est juste des anémies, tu peux essayer de les supporter avant de mettre tes traitements. Mais
ta transfusion, elle va juste patcher parce que voilà, c'est. Mais oui, il faut que les gens soient prêts à faire tout ça. Mais Moi, très personnellement, sur une chaîne quand thrombocytopénie, médiation immunitaire, je vais pas faire la chire. Hein. non, c'est sûr. Non, non. Mais non, après, tu as des gens qui, quand par exemple, elles sont allées à 50 000, tu leur expliques les risques et ils disent on tente le tout pour le tout. Puis il existe des concentrés plaquettaires, des plaquettes lyophilisées que tu peux donner pour faire un boost plaquettaire. Mais bon, voilà, après, tu t'embarques dans des gros soins et des choses qui sont Et beaucoup dans des chirurgies pas très cool. Non, voilà, c'est ça. Il faut que ton chirurgien soit très rapide. Faut que, en tout cas, bref, c'est. Ouais. C'est rapide avec une hémostase parfaite. Avec... Exactement. D'autres questions? Bon, bah, qui nous dit mot consent, on va dire. Parfait. Et ben, je vous enregistre ça et comme ça, Ouais. je vais pouvoir. Julie va pouvoir le mettre sur le SharePoint. Ouais, exactement. Je le mets. C'est un peu chaud aujourd'hui, mais j'essaie de le mettre aujourd'hui, sinon ce sera début de semaine. Ok. Parfait. Ben, merci beaucoup. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Retenez bien tout ça parce que je pense que ça va bientôt commencer. Ça devrait être très bientôt. Là, on commence déjà à avoir pas mal d'appels en régule, donc voilà. Ouais. Donc, bah, étudiez bien ça et puis bon après-midi à tous. Merci Agathe encore. De rien, bon après-midi. Bon après-midi. Ciao, ciao.